Saturne Nîmes. Plus radin, plus malin. Vous présente Miroir des Sports. Une nouvelle édition de Miroir des Sports avec, pour entamer ce premier plateau, 4 invités, ni plus ni moins, et cela le mérite, une belle victoire du RCNG samedi après-midi à Kaufmann, mais aussi la 14e édition du tournoi européen de tir à l'arc au Parnasse et au Parc des Expositions. Pour évoquer toute cette actualité, ce soir nous avons l'honneur de recevoir Zané Berzina. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de l'équipe féminine de tir à l'arc de l'Arc Club de Nîmes, le club nîmois bien connu. Oui. Donc vous êtes membre et à vos côtés on retrouve le directeur sportif, Olivier Grilla. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis également on retrouve deux joueurs du RCNG, Erwan Carbone. Bonsoir. Bonsoir. Et Tim Daniel. Bonsoir. Bonsoir. Fidèle au rendez-vous du lundi soir pour parler de cette belle victoire du RCNG samedi après-midi du côté de Kaufmann. C'était la 14e journée de Fédéral 2, poule 5. On va découvrir ces images tournées par Nicolas Pinchino dans le cadre de cette nouvelle journée de championnat. Un match qui opposait le RCNG face à Saint-Sulpice. Une très très bonne opération pour les hommes de Michel Bérard et de Jean-Michel Meunier avec une victoire finale 24-9 et un score déjà bien acquis à la mi-temps qui était déjà de 17-9 en faveur des Nîmois, notamment par l'intermédiaire de Corompe qui a inscrit 3 essais, sans oublier ceux de Farani et de Bégora. 5 essais au total, synonyme d'une nouvelle victoire, je l'ai dit, pour le RCNG et surtout d'un bonus offensif avec un ancrage en tête du classement de Fédéral 2. Alors qu'on découvre ici l'un des essais nîmois inscrits, beaucoup de complicité entre les joueurs nîmois et de joie à partager. Tim Daniel, quel a été un petit peu l'esprit et l'ambiance générale quant à la qualité de jeu exprimée par l'équipe? Je pense qu'on avait surtout à cœur de se rattraper du match aller contre Saint-Sulpice où on avait on était vraiment passé à côté de notre match en se faisant surprendre dans tous les compartiments du jeu, devant, derrière. On avait vraiment joué, comme on dit, à l'envers. Et je pense que sur ce match, on a vraiment ressenti le groupe, quoi. On était vraiment ensemble et je pense que c'est sur ça qu'on a fait la différence. Il y a toujours une motivation aussi par rapport au fait qu'on rencontre une équipe devant laquelle on a perdu le match aller. Ah oui, bien sûr. Beaucoup plus d'envie de gagner, de bien faire quand on a perdu face à une équipe, quoi. Surtout on a vraiment joué à l'envers au match aller et là on avait vraiment à cœur de se rattraper. Et avec des conditions de jeu aussi difficiles au match aller. Aussi, oui. Qui n'avaient pas joué en votre faveur. On voit beaucoup de générosité dans le pack. Erwan Carbone, quelle a été votre appréciation personnelle sur ce match? Eh ben, globalement, on a fait vraiment un gros match. Les entraîneurs nous avaient dit de s'attendre à un gros combat devant. Le match à l'extérieur, là-bas, chez eux, on avait été pas mal secoués devant. Donc c'était vraiment retrouver des valeurs de combat, d'envie. C'était vraiment la base. C'était vraiment la base qu'on voulait mettre sur ce match-là, quoi. Donc on a retrouvé vraiment un pack conquérant et on a quand même envoyé pas mal de jeux sur ce match. Donc globalement, quand même, c'est un bon match. On est sur une bonne dynamique. C'est la 6e victoire d'affilée, donc on arrive quand même à retrouver une cohésion qui est de plus en plus, qui est de plus en plus visible, et donc en espérant que ça continue dans ce sens pour les matchs à venir, quoi. Et qui plus est, vous avez entamé la phase retour de ces matchs. C'est peut-être un signe du destin, mais désormais, le bonus offensif ne vous a pas échappé, en tout cas pour ce match, alors que à d'autres occasions, et de peu, vous l'avez laissé filer. C'est vrai que sur certains matchs, on pensait que le bonus allait être facile à obtenir, et puis au final, on tombait un petit peu dans la facilité. Et puis bon, au terme du match, soit on prenait un essai en fin de match sur un contre, ce qui nous empêchait d'obtenir le bonus. Alors que là, on est resté concentré jusqu'au bout, on a réussi quand même à défendre notre ligne
d'un but jusqu'à la 80e minute. Donc c'est vraiment un point positif sur lequel il faudra s'appuyer sur les prochains matchs. Selon vous, Tim, ça passe par plus de rigueur? Oui, ça c'est sûr, beaucoup plus de rigueur à l'entraînement, surtout à l'entraînement, et c'est là qu'on prépare les matchs, c'est là qu'on prépare les matchs difficiles. Et comme disait Erwan, on a vraiment ressenti qu'il y avait une bonne cohésion, une vraie cohésion qui commençait à naître dans le groupe. Alors justement, on parlait d'entraînement. Voici la réaction de l'un des coachs du RCNG, Michel Bérard, interrogé à l'issue de cette partie par Nicolas Penchino. J'ai eu peur quand même sur la fin. Heureusement qu'on a un bon repli défensif sur le coup de pied, un bon plaquage à un moment. C'est vrai, bon, on aurait pu, on a su l'assurer, mais je pense que quand même globalement, sans être trop chauvé, on le mérite amplement. Parce que vu la prestation qu'on a rendue, on s'est quand même créé beaucoup d'occasions d'essai. Je pense que je ne suis pas habitué à critiquer l'arbitrage, mais là, on a un peu trop arbitré l'équipe qui jouait. Je pense qu'il a été sévère avec nous sur certaines actions, où on nous s'est fait pénaliser 2-3 fois sur les poteaux dans les 22, alors que je ne sais pas qui c'est qui a intérêt à faire du jeu, plutôt nous, qui c'est qui a intérêt à faire des fautes, c'est plutôt l'adversaire. Donc voilà, mais bon, globalement, on a pris 5 points et c'est parfait. Et on joue de mieux en mieux, même s'il y a beaucoup de travail encore, les joueurs se trouvent de mieux en mieux, la cohésion arrive, et bon, je pense que ça va faire que s'amplifier, on va monter en puissance de plus en plus, quoi, voilà. Maintenant, bon, à nous de rester vigilants, à ne pas, bon, on est humble, les joueurs sont humbles, et, parce qu'on a encore pas mal d'échéances. Déjà, bon, dimanche prochain sera Saverdun, ce sera notre jour. Il faudra gagner d'abord, et peut-être bon, avec un peu plus de réussite, si on est capable de réaliser un match comme ça, et de prendre aussi un point bonus. Ce qui serait très bien si on ne pouvait pas 10 points sur 2 matchs, quoi. À nous de travailler, à garder les garçons dans un état de santé aussi, parce que bon, les organismes sont quand même sollicités, les matchs sont rudes. Donc bon, mais voilà, on a un effectif de qualité, des joueurs qui jouent le jeu. Je pense que bon, on est sur une bonne dynamique, ne nous laissons pas endormir. Saverdun dimanche prochain, et si on prend encore quelques points là, ce sera très bien. 24-9, score final. Le rappel des résultats de cette 14e journée de Fédéral 2, poule 5, avec la victoire du RCNG. 24-9 en lundi, 34-12 victoire de Lombez-Samatan devant Mazamet. L'entente sportive catalane s'impose à l'extérieur 25-10 sur la pelouse de Vendre-l'Espignan. Tuir gagne face à Gimont 25-18. Le carton du week-end, il est signé serré, 73-0 devant Sijan-Port-la-Nouvelle. Et enfin la victoire de Saverdun, 21-18 face à Agde, le leader agatois qui conserve la première place avec 47 points, 1 point d'avance sur Nîmes, 2 sur Serré, 3 sur Lombez-Samatan, 4 sur l'entente sportive catalane. Et puis ensuite le trou est réalisé. Saint-Sulpice est 6e avec 38 points, Saverdun 7e avec 30 points. Ferme la marche, Sijan-Port-la-Nouvelle à qui est promis la cuillère de bois, puisqu'en 14 matchs, Sijan-Port-la-Nouvelle a concédé 14 défaites. Prochaine journée, le 30 janvier, avec la réception de Saverdun. Tim Daniel, quelle est votre appréciation sur votre futur adversaire? Au match aller, j'étais blessé, mais bon, on a fait des séances vidéo par rapport à ce match, et les coéquipiers avaient créé du jeu, et au final, on avait perdu, il me semble, à Saverdun. Ouais. Et pourtant, quand on voit les images, ça crée du jeu, c'est des équipes comme Saint-Sulpice qui lâchent rien, qui imposent un gros combat devant, donc ça sera à nous de répondre présent encore sur ce match. On vous le souhaite en tout cas, rendez-vous est pris le week-end prochain. Du rugby, on va passer au tir à l'arc avec la 14e édition de ce tournoi européen qui a mobilisé la foule des grands jours du côté du Parnasse et du parc des expositions. Nicolas Penchino nous propose une synthèse de cette compétition. 1200 archers inscrits, 250 clubs représentés, 30 nations. Autant dire qu'il y avait du monde durant 3 jours entre le Parnasse et le parc des expositions pour ce 14e tournoi indoor de tir à l'arc de Nîmes. Aujourd'hui, plus grand rendez-vous européen de cette discipline. Demain, le tournoi de Nîmes sera associé à Las Vegas et Singapour pour devenir le plus important circuit de Coupe du Monde. Une des raisons pour lesquelles il y avait du beau monde ce week-end, beaucoup de champions et au milieu quelques archers nîmois qui pouvaient à domicile en profiter pour se confronter au très haut niveau. Avec la mise en place officielle d'une Coupe du Monde indoor à partir de l'année prochaine, la densité du haut niveau va encore augmenter. Oui. Ça va vraiment être exceptionnel. C'est pour ça que je suis très fier des résultats des Nîmois. On a une jeune fille, Isané, qui termine dans les 8 premières. Thomas qui termine dans les 16 premiers chez les garçons en discipline olympique.
c'est bien, c'est prometteur pour l'avenir, c'est bien. Zanne Berdzina, la résidente de l'Art Club de Nîmes, visait un podium ce week-end, mais en quart de finale, la Danoise Louise Larsen lui barre la route, avant qu'en demi-finale, les Coréennes mettent fin au débat pour une finale 100% coréenne en art classique dame et victoire de Hyojin Lee. J'ai gagné mon premier match avec un très bon résultat et contre une très bonne archer. Et donc elle était médaillée olympique, voilà. Et après, le match après, ça s'est pas si bien passé comme je voulais. Et je visais pour gagner honnêtement, mais je suis contente quand même avec ma 7e place. La jeune archer d'origine lettonne s'entraîne actuellement en vue des qualifications pour les JO de Londres 2012. C'est le rêve depuis que je suis petite et là mon rêve il est juste ça de mes doigts, donc je vais le prendre. Dans les autres compétitions, une belle performance du Nîmois Thomas Aubert en art classique qui élimine Sébastien Flûte en 16e de finale avant de s'incliner face à l'Allemand Sebastian Rorberg. Dans cette catégorie, c'est l'Américain Brady Ellison qui survole les phases finales avec un parcours sans faute. Toutes ses flèches trouveront le 10 jusqu'à la finale face au Canadien Crispin Duenas où il relâche un peu la pression et commet quelques fautes. Mais l'Américain garde la tête froide et prouve que c'est bien lui le plus fort en s'imposant ici à Nîmes. Enfin, en arc à poulie chez les hommes, c'est l'Américain Brady Jelenchen qui s'impose en finale face au Néerlandais Peter Elinza. Chez les dames, c'est la Française Johanna Chess qui s'impose devant une autre Néerlandaise, Inge Van Kaspel. Seul tricolore avec Romain Girouille a monté sur un podium ce week-end. Et voilà, de retour en plateau, Zanne Berdzina, pendant le sujet, vous aviez quelque peu rectifié votre propre commentaire au sorti de l'interview. On était toujours un petit peu dans la dynamique de la compétition. Vous n'étiez pas 7e, mais 8e. Mais ça s'est joué à 3 points, si on regarde le score. Hein. Quelle est votre appréciation justement sur ce week-end de tir à l'arc? C'était un week-end avec beaucoup d'émotions. Pression parce qu'on a joué chez nous. C'est un très grand tournoi avec les meilleurs archers du monde. Donc je voulais vraiment faire le mieux que je peux. La qualification, ça ne s'est pas si bien passé comme je voulais, mais après j'ai attrapé avec les matchs. Donc j'ai gagné 2 matchs et j'étais très contente par rapport à mes résultats. Parfois les qualifications, on les obtient sans brio et finalement c'est ensuite, une fois qu'on est qualifié, qu'on arrive à exprimer son jeu comme on le souhaite. Oui. Olivier Grillat, est-ce que vous avez été étonné du niveau proposé au cours du week-end ou est-ce qu'il a été fidèle par rapport à la qualité du plateau? Non, on n'a pas été surpris parce que ceux qui s'imposent dans les catégories masculines, par exemple, c'est le numéro 1 mondial et le numéro 2 mondial. Donc tout le monde était là, il y avait 9 médailles olympiques, une trentaine de personnes sur les 10 dernières années médaillées dans les championnats du monde. Non, on savait que ça allait être très très dur. Bon, les Nîmois, je suis très fier de ce qu'ils ont fait parce que déjà, ils ont la pression énorme parce qu'ils représentent le club. En plus, ils donnent un coup de main quand même à l'organisation. Ils sont sollicités dans tous les sens. Puis, ils n'ont pas d'entraîneur derrière eux. Hein, parce que d'habitude, moi, je suis avec Zanne, là, j'y étais pas. Lionel, il est à l'organisation. Donc, non, c'était super. Non, je suis très fier d'eux. J'étais un peu déçu en arc à poulie parce on a le 3e national chez nous et la première nationale. Je pensais j'en aurait 4 de qualifiés. Mais les qualifications, on ne peut pas les obtenir sans brio vraiment. Parce que le niveau est tellement élevé qu'à la moindre erreur, vous n'êtes pas qualifié du tout. Quoi. Déjà, j'étais très heureux d'avoir 2 filles de qualifiées pour les phases finales, Zanne et Karine, et un garçon, parce que rien n'est acquis d'avance. Hein. C'est vite fait de se faire balayer d'entrée. Il y a des très grosses vedettes qui sont fait sortir d'entrée. Hein. Alors, Zanne, vous avez été éliminé donc, en quart de finale face à la Danoise Louise Larsen. Selon vous, qu'est-ce qui a fait la différence sur cette rencontre? Peut-être j'étais pas suffisamment agressive sur mes flèches parce que pour gagner, il faut toucher le 10. Donc le 10, c'est le taille de 2 euros. Donc c'est pas grand, c'est pas du tout grand. Donc j'ai tourné juste autour le 10 et si on ne touche pas le 10, on ne peut pas gagner. Peut-être pourriez-vous rappeler à nos téléspectateurs la distance qui vous sépare de la cible? La distance qu'on tire, c'est 18 mètres. Et le petit 10, c'est la taille de ça ressemble plus à une pièce d'1 centime d'euro de là où vous êtes qu'une pièce de 2 euros. Ça. Hein. On peut pas viser dans le 10.
c'est pas possible. Justement, il y a des archers qui ont été redoutables, voire même intouchables. Olivier Grillat, on peut citer l'exemple de Brady Allison, que certains ont qualifié d'extraterrestre dans sa régularité. Il était très très fort sur ce tournoi, mais enfin on a déjà eu Michele Frangilli qui avait fait le record du monde, qui a été exceptionnel aussi. On a eu des très bons tournois. Il est très fort. Il vient de remporter la Coupe du Monde en septembre à Édimbourg. C'est un garçon qui bat les Coréens, qui sont d'habitude les dieux du stade chez nous, quoi. Donc voilà, c'est comme ça. Hein, il est très très en forme et il se prépare pour les Jeux et il a de l'ambition. Hein. Puis c'est un jeune qui est extrêmement sympathique, parce que nous on était en entraînement avec lui en Croatie en Coupe du Monde. Il est vraiment très sympa, il est cool. Mais alors il est fort. Hein. Il envoie. Vous parliez de Michele Frangilli, il y a eu beaucoup de suspense lors de son opposition face au Suédois Magnus Petersson. Ouais, même Michele, nous on est très attachés à lui à Nîmes parce que si le tournoi de Nîmes est aussi connu, c'est en partie grâce à des gens comme ça, quoi. Battre le record du monde chez nous, ça avait fait connaître le tournoi partout. En plus, c'est un garçon, il a toujours brillé. Bon, il s'est battu comme un fou, mais bon, de temps en temps il perd. Enfin, il perd. Il est à 5 premiers encore. Hein. Quel a été votre regard sur le niveau des Sud-Coréennes qui se sont imposées au final? Elles sont très fortes. Les filles, elles sont vraiment les meilleures du monde. Donc, pour les gagner, il faut vraiment aller au maximum. Hein. Qu'est-ce qui fait la différence dans leur façon justement de manier l'arc? Déjà, la différence, c'est que le tir à l'arc en Corée, il fait à l'école. Donc, comme nous, tous les autres sports, ils tirent à l'arc, ils ont à l'école. Donc, ils s'entraînent tous les jours. C'est des équipes professionnelles et ils vivent de ça. Ça, c'est une grande différence. Nous, on s'entraîne, on travaille à côté. Donc, on essaie de gagner le même niveau comme eux, mais voilà. Justement, sur l'apprentissage du tir à l'arc en France, en tant que lettonne, quelle est votre appréciation sur le niveau général qui est proposé en France et puis plus spécifiquement à Nîmes? Entre au niveau en Lettonie et France, il y a beaucoup de différences déjà au niveau des salles. Aussi, la fédération française, c'est la plus grande fédération de tir à l'arc Europe. En Lettonie, on est à peu près 200 archers, donc en Lettonie, c'est plus notre volonté, envie, notre temps libre. Ici, il y a vraiment beaucoup plus d'opportunités et possibilités à s'entraîner. Et puis on peut rappeler à nos téléspectateurs que votre expérience en tant qu'athlète et spécialiste du tir à l'arc est venue finalement sur un coup du destin alors que vous auriez pu être danseuse et finalement c'est... C'est ça, c'était le tir à l'arc. Grâce à une maladie que vos voisins vous ont... C'est ça. Initié au tir à l'arc? Oui. Comment tout ça est arrivé? Donc j'étais malade, j'ai arrêté mes cours de danse. C'était mes voisins qui m'ont dit « Allez, on y va, je vais te montrer comment ça se passe le tir à l'arc ». Je dis « D'accord » et je suis allée voir et l'entraîneur de tir à l'arc m'a proposé à essayer. Et c'était l'amour de première flèche. J'ai senti tout de suite que c'est pour moi et donc voilà. L'objectif personnel à présent c'est Londres? C'est ça, 2012 et à voir même plus tard, les prochains à Rio. Pour les prochaines Olympiades, Olivier Grillat, quelles sont les exigences justement pour Zané, pour une telle qualification pour les Olympiades? C'est pas compliqué, il faut s'entraîner 20 heures par semaine. Voilà, c'est ce qu'elle fait, il n'y a pas d'autre solution. Voilà, bon, il faut faire du physique, il faut faire de la technique. Bon, elle a tout, elle a un niveau technique, elle est impeccable. Niveau physique, il y a un peu de marge encore. Mais bon, il faut travailler, c'est tout. Les Coréennes, pour les battre, il n'y a qu'une solution. C'est qu'il faut les impressionner d'entrée. Si jamais elles sentent qu'elles vous dominent, c'est foutu. Donc il n'y a qu'une solution, il faut faire des 10 d'entrée. Il y a une guerre psychologique avant. Oui, non, mais c'est comme ça qu'on les bat. Parce qu'ils sont humains, même s'ils sont très forts. Donc si vous les impressionnez d'entrée, ils se mettent à douter, et là, si vous enchaînez, ça passe. Si jamais vous les impressionnez d'entrée et vous faites une erreur derrière qui sentent que vous n'y êtes pas vraiment, alors là, c'est le massacre. Mais Sébastien Fut a été champion olympique en 92, il a battu des Coréens. Je veux dire, Brady et Ellison, ils sont humains, ils n'ont pas 3 bras. Et ils s'entraînent, eux, extrêmement dur. C'est un sport pro, donc ils mettent les moyens qu'il faut avec. Hein. Mais bon, nous, pour Nîmes, c'est sûr, c'est pas la Corée, mais je veux dire, on met des moyens en œuvre pour y arriver. Après on va voir. Là, de toute façon, déjà, l'objectif,
c'est de se qualifier au championnat du monde. Bon, ça va être pas trop difficile, je pense. Et après, enfin, pour années. Et après, derrière, il faut être dans les 30 meilleurs pour avoir un quota olympique. Il y a pas... Voilà, c'est pas compliqué. Bon, vous le souhaitez en tout cas et on sera très attentif sur la suite bien, de votre aventure dans ces compétitions. Merci Zané. Merci Olivier Grillat d'avoir été avec nous. Merci Erwan et Tim. Bravo pour cette encore belle victoire. On va observer une page de publicité puis on se retrouve avec les handballeuses du HBCN, Gervaise Pierson et Delphine Cara, à 24 heures du grand match du tournant de championnat entre le HBCN qui recevra demain soir à 19h au Parnasse, le club de Metz Handball. Le drop, c'est entre les poteaux que tu le trouves, et là, c'est pas 3 points que tu prends. Le drop assure et pas que la troisième mi-temps. Le midi aussi, avec sa cuisine du marché. Le drop, c'est aussi un traiteur et un cadre original au Stade Kaufmann. Stéphane Capion vous recevra pour vos séminaires, repas d'affaires, repas associatifs ou mariage dans sa salle de réunion et de réception. Alors, tu l'entraînes où ton estomac ? De retour sur le plateau de Miroir des Sports pour évoquer toute l'actualité du handball local avec notamment le handball cercle Nîmes pour le grand tournant du championnat de France de D1 féminine demain soir au Parnasse à partir de 19h avec la réception de l'équipe de Metz par le HBCN pour évoquer bien ce grand rendez-vous du championnat de joueuses du handball cercle Nîmes. Gervaise Pierson, bonsoir. Bonsoir. Et puis à vos côtés, Delphine Cara. Bonsoir. Bonsoir à toutes les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va revenir un petit peu sur la préparation de ce match contre Metz. Je l'ai dit, l'un des tournants du championnat. Mais avant cela, un mot sur l'actualité nationale du handball et la suite du mondial 2011 actuellement en Suède. On se souvient que l'équipe de France masculine a été tenue en échec par l'Espagne, 28 partout la semaine dernière. Des Bleus qui ont bien remporté leurs autres matchs, notamment contre la Hongrie samedi soir, 37-24. Et en cas de récidive ce soir face à l'équipe de Norvège, actuellement dernière de la poule de qualification, eh bien l'équipe de France pourrait directement passer dans le dernier carré pour lequel la Suède et le Danemark sont d'ores et déjà qualifiés, à l'inverse de la Croatie qui a été éliminée de la compétition hier. Une équipe de France qui devra bien se passer de Bertrand Rouanet, touché au tendon d'Achille, et qui devrait repartir à Chambéry. Et probablement avec des Sébastien Bosquet et Xavier Baraché, autant de jeux pour l'instant limité. Méfiance quand même pour les experts ce soir, avant bien, de rencontrer la Norvège, dont certains joueurs brillent, notamment avec les meilleurs marqueurs pour l'instant de cette compétition. Gervaise et Delphine, est-ce que vous suivez un petit peu ce mondial au niveau bien du handball masculin? Bien sûr, quand même. On suit, ouais. La plupart des filles du club, enfin de l'équipe, suivent avec intérêt. Ouais. Quels sont les matchs qui vous ont pour l'instant le plus passionné? C'est vrai, face à des nations qui ne sont pas toutes représentatives du haut niveau du handball mondial. Ouais, l'Espagne, c'était le meilleur match, quoi. Même si ça s'est terminé pas forcément très bien pour les Français. C'était le match le plus intéressant. On a vraiment vu des belles choses des deux côtés. Et puis bon, il y avait un peu d'adrénaline, quoi. Donc c'est plus plaisant que quand ils gagnent de 10 buts. Avec, je le disais tout à l'heure, au niveau du classement des meilleurs marqueurs, les Norvégiens Bjart Mirol et Havard Tweden qui sont en tête pour l'instant avec 38 buts chacun. Meilleur passeur, un autre Norvégien Erlend Mamelund avec 39 passes effectuées. Et puis au niveau des gardiens, c'est le Français Daouda Karaboué qui, avec 43 arrêts pour l'instant, est en tête du classement des meilleurs gardiens. Méfiance donc, Gervaise Pierson. On imagine aussi que les nations du nord de l'Europe auront vraiment envie de briller tout au long de ce tournoi. Oui, le tournoi il est chez eux, donc il y a déjà, vous avez dit, la Suède et le Danemark qui sont qualifiés, donc ça c'est déjà un point fort pour ces nations-là. Après la Norvège, bon, ils ont 0 point. Ils ont peut-être les meilleurs marqueurs, mais souvent les meilleurs marqueurs c'est parce que c'est pas une équipe qui est très homogène, il y a des grands joueurs et après c'est plus faible sur les autres postes. Donc c'est qui pourrait expliquer que ce soit la Norvège qui ait les 2 meilleurs marqueurs. Maintenant, il faut toujours se méfier d'une équipe, il ne faut jamais rien prendre à la légère. Et bon, on souhaite que les Français se qualifient pour le dernier carré. Et en tant que gardienne, j'imagine aussi que vous êtes aussi attentive au parcours de Karaboué. Ah bah oui, c'est très bien, surtout qu'il
il est en général tout le temps dans l'ombre d'Omeyer qui est un gardien monstrueux, et alors que Daouda a aussi beaucoup de qualité. Et franchement, ça me ferait très plaisir pour lui qu'il puisse montrer ce dont il est capable et que sur le plan international, il soit reconnu également comme un très grand gardien. C'est vraiment bien. Allez, France-Norvège, c'est ce soir à partir de 20h30. Un mot de handball local avec la 13e journée du championnat de France de D2 féminine. C'était samedi soir et un coup d'arrêt pour le Senal Boyargues qui a été battu samedi soir à Abbeville. Score final 25-21 en faveur des Abbevilloises. Côté gardois, 8 buts ont été inscrits par De Chili avec une première mi-temps entreprenante de la part du Senal malgré une blessure au poignet de Kafilo Gomis. Mais Cécile De Chili a enchaîné les buts et a permis aux Bouillarguaises de faire la course en tête une bonne partie de cette rencontre face aux Picardes. Malheureusement, la gardienne Cindy Héricourt a dû laisser sa place dans les buts du Senal, sonné par un ballon reçu en pleine tête à un quart d'heure de la fin. Et c'est une joueuse de champ, Carole Milan, qui évolue habituellement au poste de pivot, qui a dû finir la partie dans les cages bouillarguaises, ne pouvant enrayer malheureusement une fin de match en faveur des Abbevilloises. Vous voyez les autres scores, la victoire d'Octeville, encore celle de Bègle, Noisy-le-Grand qui s'impose d'un tout petit but à l'extérieur sur le parquet de Plan de Cuc, la Motte Servolex qui s'impose 27-23 et encore un but d'écart entre Chambray et Celles-sur-Belle, ce qui au niveau du classement nous donne Noisy-le-Grand toujours en tête de ce championnat de France de D2 féminine avec 6 points d'avance sur Bègle, 8 sur Abbeville, donc qui est sur la 3e marche du podium. Et du fait de cette défaite, les Bouillarguaises rétrogradent à la 11e place avec 18 points, égalité de points avec la Motte Servolex et un goal average de moins 41 contre moins 40 contre la Motte Servolex. Donc rien n'est fait, tout bouge énormément. J'imagine aussi, Gervais, que vous êtes très attentive sur l'évolution du club de Bouillargues que vous connaissez plutôt bien. Bah oui, le club de Bouillargues, j'y ai joué pendant 3 ans, donc forcément ça me touche. Toutes les joueuses pratiquement sont mes amies, j'ai joué avec beaucoup d'entre elles et je suis avec intérêt le résultat. J'étais très contente quand elles ont gagné la semaine dernière. D'ailleurs j'étais au match avec Delphine, ça fait vraiment plaisir. Et là j'ai un petit compte rendu, elles ont mené beaucoup le match contre Abbeville. Après aller jouer à Abbeville, on a le parcours dans les pattes, donc c'est un peu dur. Et puis elles ont beaucoup de blessés elles aussi. Voilà quoi, c'était dur de finir le match avec les blessures de Kafilou, la blessure de Cindy. C'est dommage. Maintenant, ça reste tout de même, je pense, un bon match pour elles, un match à retenir. Et c'est plutôt de bon augure pour la suite des événements avec des équipes peut-être plus bas dans le classement qu'à Ville. Concernant la blessure de Cindy Héricourt, vous avez vous-même souvenir de ce genre de ballon que le gardien peut recevoir en pleine tête et de rester sonné comme ça et de ne pas pouvoir finir la partie? Personnellement, non, ça m'est pas arrivé. Maintenant, le ballon en pleine tête du gardien, c'est quitte ou double. C'est ou alors t'es sonné et t'as du mal à finir, ou alors t'es en transe et il n'y a plus rien qui rentre. Donc là, Abbeville a eu de la chance pour nous. En tout cas, on sera très attentif sur la suite du championnat pour les Bouillarguaises qui effectueront un nouveau déplacement pour la 14e journée. C'est du côté de Chambray avec, on le disait, sur la première partie du championnat, un niveau qui est très resserré entre les différentes formations des deux féminines. Voilà en ce qui concerne l'actualité de Bouillargues. On va passer à l'actualité du HBCN avec la réception demain à 19h au Parnasse du Metz Handball. On va redécouvrir quelques images du match aller qui s'était déroulé lors de la première journée du championnat de France de D1 féminine. C'était le 5 septembre dernier en terre lorraine. C'était une défaite de 2 petits buts, 23-21 pour le HBCN face à Metz. Camille Aiglon qui retrouvait son ancien club. Difficile aussi d'entamer sur le parquet de Metz. Delphine, quel souvenir vous conservez de cette partie? C'est vrai qu'on avait perdu 2 buts contre quand même Metz qui depuis des années est vraiment la meilleure équipe du championnat de France. Donc 2 buts, c'était quand même, c'était pas si mal que ça. Après, c'est vrai qu'on avait fait quand même un gros match, donc je pense qu'on n'aurait pas démérité un peu mieux que ça. Mais ça reste quand même un souvenir
Plutôt pas mal parce que ça laissait penser que derrière on allait être pas trop mal, quoi. C'était le premier match, c'était quand même un test et même si on avait perdu, on avait quand même bien joué et c'était de bonne augure pour la suite. Gervaise, vous nous aviez confié il y a quelques mois de cela que le championnat de France allait se jouer entre 5 grandes équipes. Est-ce que votre avis a évolué sur la question? Il suffit de regarder le classement. On est à 1 point de Metz, on est à 1 point derrière nous de Brest, qui sont elles-mêmes peut-être à 1 point ou peut-être même à égalité avec Toulon. Et derrière, il y a Le Havre qui traîne un petit peu, mais on faut quand même se méfier. Et donc, ça reste exactement ce que j'ai dit. Voilà, Metz, Arvor, Le Havre, et nous et Toulon. Des Messines qui semblent redouter l'une des armes nîmoises, Lenka Kisuchanova, et qui surveilleront également Camille Aiglot. En tout cas, le club est très attentif à l'évolution de ces joueuses qu'il connaît fort bien. Quels seront selon vous les atouts à développer demain, Delphine, devant cette équipe messine qui arrive en leader, mais en cas de victoire, le leader changera d'appellation et le HBCN pourrait prendre la tête? Je pense que si on va avoir une chance de gagner demain, il faut qu'on soit très très forte en défense. Je pense que ça passera par là. Si on arrive à récupérer des ballons et à les monter, à mettre des buts entre 10 faciles, ça pourrait nous faire du bien et réussir à mettre les arrières de Metz en difficulté. Je pense que ça peut vraiment être la solution. Après, en attaque, il faut réussir à développer un jeu correct, mais je pense vraiment que le match se jouera plus en défense qu'en attaque. Selon vous, Gervaise, est-ce que l'équipe messine est prenable dans un secteur de jeu en particulier? Alors, l'avantage de Metz, c'est qu'ils sont très homogènes, très bons partout, et en plus, ils ont du banc, ce qui est un peu à luxe maintenant en D1, en D1 féminine. Et donc, ça va être très compliqué. Maintenant, on est chez nous, avec de la rigueur, de la volonté, il n'y a rien qui est infaisable. Et moi, j'y crois dur comme fer. On vous le souhaite en tout cas. Et pour cela, il faudra que le public se mobilise demain en venant en nombre au Parnasse à partir de 19 h pour ce tournant du championnat de France de D1 féminine. Le HBCN qui reçoit le Metz Handball. Un coup d'œil sur le début de cette journée de championnat de D1 féminine avec sur les premiers matchs, la victoire de Mios Bigenos 34-24 sur le parquet de Issy-les-Moulineaux. Dijon qui s'est imposé à Cergy-Pontoise 29-22. Et enfin, le match nul, 25 partout, entre Arvor et Toulon. On va dire que c'est peut-être une mode après le France-Espagne, mais c'est plutôt rare que de tomber sur un match nul. Ça vous étonne, Delphine? Non, mais par contre, je pense que ça peut nous arranger. Oui, donc, voilà. On va le voir au niveau du classement avec Metz qui est en tête du fait d'une meilleure différence de but par rapport à Arvor qui compte un match en plus. Donc Arvor est passé deuxième, mais avec un match en plus. Plus 51 de différence de but pour Metz, plus 30 pour Arvor, plus 26 pour Nîmes. La défense de Metz, avec 241 buts encaissés, fait la différence au niveau du goal average. C'est plutôt impressionnant à ce niveau du championnat, Gervaise, d'afficher un plus 51 quand même. Impressionnant quand on prend les deux gardiennes de Metz, non. C'est les deux meilleures gardiennes de France, donc pour moi c'est normal que Metz soit devant au niveau des buts encaissés. En tout cas, Nîmes peut réaliser un très beau coup justement avec cette réception de Metz. Quel a été votre regard, Delphine, sur l'évolution de l'équipe depuis le début du championnat, on va dire entre les joueuses qui étaient déjà installées au sein du HBCN et puis les nouvelles arrivantes? Ça s'est bien passé dès le départ. Je pense que l'intégration s'est faite rapidement. D'ailleurs, ça s'est vu au niveau des résultats et toutes les nouvelles, elles ont un temps de jeu important et elles ont des statistiques plutôt bonnes, quoi. Lenka qui a été élue meilleure joueuse du mois de... je sais plus quel mois. Novembre, voilà, donc ça prouve bien que l'adaptation s'est plutôt bien faite. Est-ce qu'il y a eu un moment de doute après l'élimination en Coupe de la Ligue et puis la défaite à Toulon? Après l'élimination en Coupe de la Ligue, non.
parce qu'on est parti un peu, on est parti à pas beaucoup, on est parti. C'était mission impossible en quelque sorte. C'était une mission impossible, puis je pense que c'était pas vraiment la priorité de l'équipe, quoi, entre la Coupe d'Europe, le championnat et la Coupe de France. Enfin, voilà, je pense que la Coupe de la Ligue, on n'était pas forcément là pour la jouer à fond. Par contre, le match de Toulon, là, ça a été un peu dur. On a pris quand même 12 buts dans la vue, donc c'est beaucoup. Et voilà, je pense un peu paniqué quand même. Enfin, moi, personnellement, j'étais un peu paniquée après la défaite. Et on savait qu'il fallait absolument se retrouver pour Fleury. Et puis, il fallait absolument avoir les 3 points, quoi. Est-ce que c'est un match, cette rencontre de Metz, qu'on a qualifié de tournant du championnat, que vous avez préparé plus spécifiquement, ou bien est-ce que vous l'abordez comme n'importe quel autre match du championnat, en tout cas dans la préparation? Ouais, en fait, on l'a peut-être un peu plus préparé que d'autres matchs, mais c'est pas parce que c'est Metz, c'est parce qu'on avait une semaine supplémentaire pour la préparer. Donc ça laisse plus de temps pour mettre les choses en place. Après, honnêtement, sinon, non, on le prend de la même manière. De toute façon, on prend tous les matchs les uns après les autres et en se disant qu'il faut faire le maximum sur chaque match et voilà, essayer de gagner à chaque fois. Et puis après ce match de championnat, il y aura une autre rencontre, mais la Coupe d'Europe arrive. Est-ce que vous avez déjà la tête aux Pays-Bas, Gervaise? Oh non, la tête elle est à Nîmes, au Parnasse demain. Là c'est sûr, c'est la priorité absolue. Les Pays-Bas, on verra bien. Non, pas ce week-end-là, le week-end d'après. Donc d'ici là, on a le temps de se préparer, on a le temps de voir venir. Et bon, non, la priorité, elle est demain. Demain, avec peut-être l'espoir de jouer. Vous n'aviez pas pu jouer le match aller puisque Katarina Bralo avait joué l'intégralité. Vous mentalisez comment pour ce match? Alors, moi de toute façon, je prépare les matchs tout le temps de la même façon. Je fais de la vidéo, je suis à fond. Hein. Pour moi, c'est clair qu'on ne sait jamais. Peut-être je vais rentrer, peut-être que je ne vais pas rentrer. Mais pour moi, je rentre et je joue à fond, c'est sûr. Justement, un mot sur le niveau d'exigence fixé par Manuela Elie puis Elisabetta Rossou, la coach des gardiennes. Est-ce qu'il y a une préparation spécifique actuellement qui est menée au niveau des gardiennes de but? On a Elisabetta Rossou qui intervient sur les gardiennes de but tous les jours à l'entraînement. Donc l'entraînement en gardien de but, le spécifique, il est tous les jours présent. Après, pour le match de Metz, si c'est ça que vous voulez dire, non, on n'a pas d'entraînement spécifique pour ce match. Après, on parle des joueuses entre nous, on dit attention, celle-là, elle fait ça, reste prête, machin, un truc. Mais autrement, non, on ne fait pas des entraînements spécifiques à Metz. Non, puisque de toute façon, les tireuses qu'on a en entraînement, c'est les tireuses, c'est mes coéquipières. Donc, je ne vais pas demander à Delphine d'aller tirer comme Cathy Piégos ou j'en sais rien. C'est pas possible. Par contre, on en parle, on se mentalise, voilà, on se mentalise le truc et après, on y va. Et un dernier mot sur la Coupe de France avec le tirage au sort des 8e de finale qui se dérouleront le week-end du 26 et 27 février. Et un déplacement périlleux à Mios-Biganos. Mios-Biganos, c'est toujours un déplacement particulier au niveau de la salle, de l'ambiance, de l'équipe. C'est une ambiance un peu chaude, on va dire. C'est un chaudron. Ouais, c'est un chaudron. Mais voilà, il va falloir partir à la bataille un peu et puis on fera tout pour se qualifier. Avec, vous le voyez sur ce tableau, les autres rencontres de ces 8e de finale. Voilà en ce qui concerne l'actualité du HBCN. On rappelle demain cette rencontre à partir de 19h au Parnasse. Plus que jamais, on le sent, Delphine, le club a besoin du public nîmois pour vous soutenir. C'est vrai que ce serait vraiment bien qu'il y ait du monde et qu'on entende quoi, le public. On a envie d'entendre des cris et tout. Ce serait vraiment génial. En plus, je pense que ça peut être un match vraiment intéressant à voir. Et s'il y a bien un match à pas louper, je pense que c'est celui-ci. Et oui, parce qu'en plus, nous, on peut finir en tête, en tout cas, après cette rencontre et prendre la tête du classement de D1 féminine. Merci, Gervaise et Delphine. Merci. On est avec vous pour la rencontre de demain. Et puis après une courte page de publicité, on se retrouve pour la 3e et dernière partie de Miroir des Sports. Non, monsieur, vous ne pouvez pas.
Désolé, vous ne pouvez pas rentrer. L'excès est interdit aux hommes ce soir. Bonsoir, madame. Faites-vous une soirée entre filles pour seulement 10 €. Le premier mardi de chaque mois, Kinépolis invite les femmes et uniquement les femmes. Au programme, des animations, un film réservé aux femmes et un cadeau surprise. Kinépolis, bien plus qu'un cinéma. De retour en plateau pour la dernière partie de Miroir des Sports avec l'élimination de Nîmes Olympique dans le cadre des 16e de finale de la Coupe de France. C'était samedi après-midi au Costières face à l'AS Nancy-Lorraine, score 2-1 après prolongation en faveur des hommes de Pablo Correa. On reviendra en images bien sûr cette élimination des hommes de Noël Tosi, mais avant cela un mot de tennis de table avec la victoire de l'équipe première de la SPC Nîmes en tennis de table face à Courbevoie sur le score de 11-1. Les Nîmois, champions de France en titre, ont idéalement débuté la deuxième phase de la poule C de National 1. Je vous propose un résumé de la partie qui nous est proposé par Marlène Laroche sur des images de Nicolas Penchilo. L'équipe fanion de l'ASPCN s'est largement imposée samedi à Nîmes lors de la reprise de la deuxième phase du championnat de France de tennis de table. Les Nîmois, champions de France en titre, ont largement battu l'équipe de Courbevoie sur le score de 11-1. Donc théoriquement, sur le papier, bon, ils ont un Chinois, Lo Chen-sun et Rodolphe Després qui sont supérieurs au classement que nos joueurs. Et nos joueurs ont démarré très très fort la rencontre. Ces deux joueurs ont perdu leurs 2 premiers matchs. Ça a fait le décalage, même si les autres matchs ont été serrés. On avait 2 jokers d'avance et après, bon, on a un peu déroulé. Mais enfin, tous les matchs, il y a 6 matchs qui se sont déroulés à la belle. Donc, bon, très bonne mentalité, très bon départ de nos joueurs. C'est comme dans tous les sports, hein. La rencontre démarre bien pour nous. On a le vent en poupe, bon, les joueurs jouent en confiance, ils sont moins crispés et ça fait la différence, quoi. A noter durant cette rencontre les 2 performances de la soirée. Le capitaine Florian Maillard bat le Parisien Després Rodolphe, numéro 59 français, et Grégoire Jean s'impose face au joueur Lo Chen-sun, numéro 53 français. Mieux classé donc que les Nîmois. La SPCN se positionne d'entrée en tête de la poule C en compagnie des 2 autres outsiders de cette poule, Hennebon et Roanne. Après, bon, les 2 plus dangereux clubs sont Roanne et Abbeville. Et là, bon, Roanne avec ses 2 Chinois, donc c'est jouable, mais bon, ça risque d'être serré comme l'année dernière. Et après, on a Abbeville qui est un petit peu plus à notre portée, si elle joue sur notre valeur. À voir, comme l'année dernière, on va, comme disaient les footeux, on va faire match après match, et puis bon voilà. Prochain match, le 5 février, à Abbeville. Et avant de se déplacer en terre picarde, la SPC Nîmes figure donc en tête de cette poule C de National 1 masculine. Satisfaction également pour la réserve nîmoise qui a également battu Courbevoie en National 3. Allez, direction les Costières, samedi en fin d'après-midi pour ce match des 16e de finale de la Coupe de France et la réception par le Nîmes Olympique d'un club de Ligue 1, l'AS Nancy Lorraine, avec des Nîmois qui ont offert une très bonne prestation en première demi-heure, les 30 premières minutes de la partie. Des Nîmois qui ont ouvert le score par l'intermédiaire de David Gigliotti. On va s'en rendre compte sur ces images tournées par David Dagneau pour la Web TV du Nîmes Olympique. Une belle action menée par Mostefa, relayée par Mukanjo sur le côté droit, et l'attaquant camerounais qui, après s'être débarrassé de le maître, allait adresser un centre tendu à Gigliotti, repris victorieusement de la tête au premier poteau par le meilleur passeur nîmois. Une débauche d'énergie que les Crocos allaient payer au prix fort en baissant de ton en deuxième période et en laissant Nancy prendre le jeu à son compte. Une première fois par Julien Ferré à la 68e minute, auteur d'une magnifique reprise en pleine lucarne suite à un centre de Baccar. Et Ferré qui allait doubler la mise pendant les prolongations et permettre à la AS Nancy-Lorraine d'obtenir son billet pour les 8e de finale avec un second but inscrit à la 108e minute grâce à une reprise efficace au ras du poteau, donc un doublé pour Julien Ferré. Je vous propose d'écouter la réaction des 2 coachs du Nîmes Olympique et de l'AS Nancy-Lorraine. Tout d'abord avec le coach lorrain, Pablo Correa, satisfait de la qualification, encore une fois après prolongation, pour les 8e de finale.
on n'a pas le droit, en tant que professionnel, on a le droit bien évidemment d'être mené, mais on n'a pas le droit de renoncer de cette façon-là. Je ne sais pas si renoncer, parce qu'on renonce toujours à quelque chose. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas eu, mais dès le départ déjà. Heureusement, il y a la mi-temps, on a essayé de corriger. C'est les mêmes joueurs, hein, ça veut dire que c'est les joueurs qui détiennent la clé. Moi, je leur ai dit que je peux accepter les défaites, mais pas de cette façon-là. Et on a vu un autre visage, le visage qu'on aura voulu voir dès le début, autant dans la deuxième mi-temps que dans la prolongation. Justement, qu'est-ce qu'on leur aurait dit à la mi-temps? On ne peut pas répéter parce qu'il y a des enfants, on va dire comme ça. Non, tout simplement dire que par respect à nous-mêmes, à les gens, à tous ceux qui font que le club aujourd'hui il marche, on n'a pas le droit de se présenter dans l'état qu'on se présentait. Ça veut dire que le groupe il a réagi tout de suite, c'est bien. Je surtout insisté sur ça, sur le fait de respect. Pas beaucoup de respect dans les paroles de Pablo Correa, le manager, le coach nancéen, après cette qualification de l'AS Nancy-Lorraine, après ce doublé de Julien Ferré que vous retrouverez en interview demain dans le cadre de notre émission Croco Hebdo, émission pour laquelle nous aurons comme invité Paul Noël Ettori ainsi que Johan Bocconiano. Autre réaction, celle du coach des Crocos, Noël Tosi. Après une belle première demi-heure de jeu, il y avait des occasions qu'il fallait peut-être transformer, en tout cas des regrets. Mais Nancy qui a fait la différence d'un point de vue physique en deuxième partie, en deuxième période, et puis ensuite qui a fait la différence pendant les prolongations. Voici bien le constat de Noël Tosi que nous avons rencontré à l'issue de cette partie. Il a manqué peut-être la blessure de Bénézé, à un moment où... Ça fait 2 fois, hein, je sors Mukanjo à Châteauroux et on se fait remonter. Là, je sors Mukanjo, on fait un beau match. Hein. On fait un beau match, contre, encore une fois, je l'ai dit avant le match, et tant mieux, contre une belle équipe de Nancy. Peut-être on a fait une trop grosse première mi-temps. C'est-à-dire qu'on n'a pas su gérer nos efforts en première mi-temps. Je pense qu'on l'a survolé la première mi-temps, comme on a été survolé pendant la deuxième mi-temps. Et 1-0, c'était pas assez peut-être pour les efforts qu'on avait consentis. Après, ça a été un petit peu un détail, et c'est ces détails peut-être qu'il va falloir changer dans les semaines à venir. Je leur avais dit à la mi-temps de négocier tout ce qui allait être coup de pied arrêté, fracturer un petit peu plus le jeu, couper un petit peu plus le jeu, parce que plus on était joueur, je trouvais qu'on était trop joueur, parce que même à la 45e minute, alors qu'on mène 1-0, on part à l'abordage à 4-5 pour se faire contrer, et c'était pas simple. Donc je leur avais dit à la mi-temps de casser un petit peu le rythme, etc. On a un coup franc, on le joue à 2000 à l'heure. Alors en plus, on le joue à 2000 à l'heure, et puis Sidibé, il va ailier droit. On se fait contrer, on prend l'égalisation à ce moment-là. Même si sur l'ensemble du match et sur leur valeur Ligue 1, ils méritaient amplement l'égalisation. Après c'était dur. J'ai essayé de renforcer un petit peu le milieu. Gigliotti qui n'a pas joué depuis longtemps, 120 minutes c'était beaucoup. John Haïté avec le travail qu'il fait à chaque match, 120 minutes c'est beaucoup. Benji Mukanjo, je me demande comment il fait à faire 90 minutes déjà. Quand il fait autant d'efforts, etc. Non, je crois que j'ai rien à leur reprocher. Ils ont été super, et c'est un vrai match de coupe. Moi, je suis très satisfait. Voilà, je suis content ce soir quand même de mes gars. Pas trop de déception donc côté nîmois malgré cette élimination. On va faire le récapitulatif de tous les résultats de ces 16e de finale de la Coupe de France avec quelques matchs que nous avons sélectionnés. La défaite du Paris FC de Jean-Luc Vanouki vendredi soir à Sochaux de buts à 1. Chambéry qui a éliminé un nouveau club de Ligue 1, Brest. 4 tirs au but à 3. Le parcours de Chambéry en CFA2 bien continue dans cette Coupe de France. Clermont Foot éliminé 3 buts à 1 à domicile par Reims. Élimination également de notre club de Ligue 1. Bordeaux battu à Angers 1 à 0. Nancy s'impose donc après prolongation à Nîmes 2 buts à 1. Victoire de Drancy sur la pelouse de Boulogne-sur-Mer dans les
arrêts de jeu dans le temps additionnel. Défaite pour les hommes de Michel Estevan. Martigues s'impose au tir au but 5 pénaltys à 3 face à Quevilly. Enfin, Strasbourg sort Évian, Thonon, Gaillard 1-0. Qualification pour les hommes de Laurent Fournier qui a été reconduit et à qui la présidence du RC Strasbourg a réaffirmé sa confiance alors que Laurent Fournier était menacé d'un licenciement au cours de la dernière semaine. Au niveau du tirage au sort, les affiches sont les suivantes pour les huitièmes de finale. Chambéry accueillera Sochaux. Martigues recevra le Paris Saint-Germain. Un remake de la saison 92-93 dans le championnat de France de D1. Nantes ira à Lille. Angers accueillera Strasbourg. Le Mans se déplacera à Nancy. Rennes recevra Reims. Metz se déplacera à Lorient. Et enfin, Drancy, club de CFA, accueillera Nice, club de Ligue 1, qui a sorti hier soir Lyon, l'Olympique lyonnais, dans le cadre de ses 16e de finale. Toujours en coupe, mais cette fois la coupe Gare-Lozère. Qualification pour le Nîmes Olympique qui s'est imposé 1-0 sur la pelouse de Mende grâce à un but de Sébastien Pereles. Et puis concernant l'équipe première du Nîmes Olympique, il y aura une journée de championnat, la 21e de Ligue 2, samedi prochain à partir de 15h, avec la réception aux Costières de Boulogne-sur-Mer, l'équipe coachée par Michel Estevan. On va regarder le programme de ces rencontres de la 21e journée. Angers accueillera Grenoble, Tours se déplacera à Clermont, Évian accueillera Nantes. Le Stade de Reims se déplacera à Istres, le Stade Lavallois recevra Vannes, Boulogne donc sera au Costières à 15h pour jouer contre le Nîmes Olympique, Sedan recevra Dijon, Metz se déplacera à Troyes, Le Mans accueillera Ajaccio et puis en match décalé le lundi 31 janvier à 20h30, c'est Le Havre qui accueillera Châteauroux avec un rappel du classement suite aux matchs en retard qui se sont déroulés au cours de la dernière semaine. Sedan a pris la tête du classement de Ligue 2 avec 33 points du fait d'une meilleure différence de but par rapport à Évian. Donc je précise bien, c'est bien Sedan qui est premier après ce match en retard. Deux clubs donc à 33 points, Sedan et Évian. Troisième Le Mans avec 31 points. Quatrième Ajaccio avec 31 points. Cinquième Tours à 30 points. Et puis ensuite sixième Le Havre et Nantes à 29 points. Nîmes figure à la 8e place ex-aequo avec 27 points, au même titre que Dijon, que Troyes et que Châteauroux. Ferme toujours la marche, Vannes, Metz et Grenoble. Voilà en ce qui concerne l'actualité sportive de ce lundi soir. Place tout de suite à l'information avec le journal de Franck Chessagnon. Rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro de Miroir des Sports. Bonne soirée, au revoir. Saturne Nîmes, plus radin, plus malin, vous a présenté Miroir des Sports.